Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier numéro 1 que l'on va commencer sans tarder vu qu'on est déjà un petit peu en retard sur le timing. Donc cet atelier est la continuité un peu de la séance plénière que l'on vient de voir. Le principe de l'atelier, c'est qu'on va avoir plusieurs interventions. Je vais vous présenter les intervenants. Et vous aurez, contrairement à la séance plénière, un petit temps pour pouvoir poser quelques questions. Alors, on est quand même en temps limité aussi au global. Donc, à un moment, ne soyez pas frustrés, on sera obligé d'arrêter les échanges. Mais il y a quand même cette possibilité d'interagir avec les intervenants. Donc, moi, je suis Sophie Gentil, du bureau d'études SOWAT. Je suis à l'association Envirobat BDM depuis de nombreuses années. Et donc, j'ai participé à la construction du colloque. Je voulais remercier Maxime et Judith qui sont là dans la salle, qui nous accompagnent et qui vont nous aider sur un peu tous les aspects. Donc, s'il y a des problématiques logistiques, des questions, etc., c'est eux qui sont à mes côtés. Et donc, si tout le monde arrive à trouver une place pour s'asseoir, on va commencer. Merci d'être venus aussi nombreux sur ce sujet ô combien intéressant de Batifré aujourd'hui. Alors, on va commencer par une petite introduction que va nous faire Cédric sur la végétalisation symbiotique, la climatisation symbiotique. Donc, c'est une mise en bouche, il faut le voir comme ça, qui est un petit élément en fait de recherche, parce qu'un colloque, et l'objectif de Batifré, c'est essentiellement de présenter des choses réalisées pour vous permettre à vous ensuite de développer ça à vos échelles. Mais c'est aussi peut-être de montrer les axes sur lesquels on a encore des choses à découvrir. Et c'est un peu l'objectif de cette mise en bouche que va nous faire Cédric. Ensuite, on aura une intervention de Florent Guilabert qui va nous parler des toitures végétalisées, en bien et en moins bien, voilà, pour montrer un peu les problèmes que l'on peut rencontrer et les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Et puis on aura Rémi Bournic et Monsieur Grimard qui représentent l'INSA et le Prieuré, qui nous présenteront aussi des expérimentations au niveau recherche aussi sur les effets justement des toitures végétalisées. Et on terminera avec Anastasia, que vous venez de voir, qui n'est pas là, donc j'espère qu'elle nous rejoindra avant la fin. Pour que vous puissiez justement sur la partie des bosco verticalés poser peut-être, elle vous présentera un aspect un peu plus technique de la présentation qu'elle a déjà faite tout à l'heure, mais qui était assez générale et puis mondiale. Et là, ce sera vraiment centré sur les 2 tours de Milan, et on pourra du coup lui poser des questions un peu plus techniques sur cette végétalisation des bâtiments. Alors, quand tout le monde aura réussi à s'installer, je vais passer la parole à Cédric qui vous fait la mise en bouche. Voilà, c'est parti pour une petite mise en bouche. Donc c'est un projet que j'ai proposé à l'école Polytech de Sophia Antipolis, étant également ingénieur de l'INSA de Toulouse. Il a été réalisé avec le génie de l'eau, donc Pierre Bigode, qui est le directeur du département, et avec les étudiants qui n'ont pas pu être présents parce qu'ils sont en stage un peu partout en France. Donc il y a Adrien Matar, Johan Sofiane, Russell Ouadango, Adil Passiao et Diang Ruida. Donc on avait une couverture mondiale assez intéressante. Voilà, en fait, c'est parti de questions, d'interrogations qu'on se posait, et on a voulu apporter des réponses inspirées par des solutions, notamment celle du Bosco Verticale que vous venez de voir. Les questions, c'était les PAC génèrent 30% les PAC pour faire de la climatisation génèrent 30% de besoins en clim, donc c'est un peu on se mord la queue, hein. Donc comment il faut en sortir. On a des eaux grises qui sont disponibles, qui ne sont pas utilisées, alors que des régions en Europe l'obligent, notamment la Catalogne. On a des observations également, puisqu'on sait qu'on est à moins 12 degrés sous un platane en été, alors que à 10 mètres sous un parasol, quand on boit le café, on est 12 degrés plus chaud.
Et ensuite, l'objectif, c'était également de réintroduire la biodiversité dans le bâtiment en apportant des éléments analytiques. On sent bien tous, la première conférence était très sensorielle, intuitive. Notre objectif, nous, c'est d'apporter des éléments analytiques, de dimensionnement, voilà, pour pouvoir convaincre. Alors forcément, on s'est posé pas mal de questions. D'abord, le phénomène qui permet de climatiser, c'est l'évapotranspiration. Comment ça fonctionne? Comment on peut en tirer parti le mieux possible? Quelle est la surface végétale nécessaire pour obtenir la puissance de rafraîchissement que l'on souhaite? Quel type d'arbre choisir? Quelle essence? Son stade du développement? Le rôle des strates inférieures? Le rôle du sol également, comment il capte l'eau, comment il la redistribue? Les conditions météorologiques. On sait que quand il fait trop chaud, les stomates des feuilles se ferment et on n'a plus le phénomène qui nous intéresse. On souhaite également corréler les besoins en eau des plantes avec la disponibilité de l'eau grise du bâtiment que l'on souhaite climatiser. Et enfin, on veut étudier la synchronisation des besoins en frais avec l'activité des plantes en termes d'évapotranspiration. Alors voilà le principe, hein. Ça s'appelle symbiotique parce que le principe c'est que l'eau grise humaine nourrit la plante qui rafraîchit l'habitat, qui va permettre de bien vivre, et on tourne en cycle comme ça où chacun se rend service. Le modèle, c'est un modèle itératif avec un outil de modélisation qui part des conditions météo, la saison, le sol que l'on choisit. On rentre ça dans notre outil de modélisation, on obtient un besoin en eau, une puissance de rafraîchissement horaire. On la corrèle avec les besoins, avec la disponibilité des eaux grises, la surface végétale disponible. On va donc choisir les essences, leur stade de développement. D'ailleurs, c'est une question que je vais poser ensuite à Anastasia. Et on revient ensuite sur la donnée d'entrée. Et en faisant tourner ça de manière itérative, l'objectif, c'est d'arriver à l'optimisation d'un système qui serait une climatisation liée à un bâtiment qui met à disposition des eaux grises. Donc, alors forcément, c'est un champ tellement vaste qu'il fallait le prendre par un bout. On a pris un tout petit bout au début. On a évalué ce qu'on appelle KC, c'est le coefficient de culture. Ça émane de tout ce qui est étude d'agronomie, en fait, hein. Tout ce qu'on a trouvé en termes de bibliographie, ça concerne l'agronomie, très peu sur les arbres. Et donc l'objectif, c'est de déterminer quel est le besoin en eau de la plante en fonction de tous les paramètres que je viens de vous citer. L'autre paramètre qui rentre dans notre calcul, c'est le profil de consommation d'eau horaire par essence d'arbre. Là, ça émane également d'une étude bibliographique où on a observé le besoin en eau au cours de la journée des différentes plantes. On a des plantes qui consomment de l'eau pratiquement toute la journée, 24 heures sur 24, d'autres qui sont beaucoup plus concentrées sur les périodes chaudes, celles qui nous intéressent. Je fais une petite parenthèse. Le constat, c'est que dans tous les projets qu'on anime aujourd'hui sur l'arc méditerranéen, on choisit des essences peu consommatrices en eau. L'olivier, etc. Et ces plantes-là, elles sont très bien d'un point de vue consommation de la ressource eau potable, mais d'un point de vue rafraîchissement, elles sont forcément beaucoup moins intéressantes. Donc l'objectif, c'était ça, c'était d'apporter des éléments factuels pour dire, ben voilà, choisissez plutôt cette essence-là, en l'arrosant, on obtiendra ce qu'on souhaite en termes de rafraîchissement. Je reprends le cours. L'objectif, c'était également d'interpoler le rayonnement solaire global journalier qu'on a assez facilement en rayonnement global horaire, toujours pour l'objectif d'avoir une puissance de rafraîchissement par heure. Et enfin, on a transposé ça en un modèle mathématique dans lequel on rentre tout ce qu'on peut rentrer. Aujourd'hui, c'est un premier jet et on obtient donc... Mince, je me trompe de bouton à chaque fois. Hop. Voilà, on obtient. Donc, on a fait des études sur un conifère et un noyer, et on voit assez rapidement que le conifère est beaucoup moins intéressant puisqu'il a une consommation pratiquement 4 fois moindre d'eau, ce qui suppose qu'il va 4 fois moins évapotranspirer et donc 4 fois moins absorber de chaleur. Voilà, là, je vous ai mis aussi les quelques KC qu'on peut trouver sur Internet, qui permettent de voir que les arbres qu'on choisit régulièrement pour nos projets,
sont très peu consommateurs d'eau, donc très peu rafraîchissants. Et à l'opposé, on a d'autres arbres qu'on peut explorer et qui peuvent apporter beaucoup plus de puissance de rafraîchissement. Voilà où on en est. C'est un premier jet. Notre objectif ensuite, c'est de trouver des financements, des relais pour pouvoir faire de la mesure. Dans le projet, il y avait également toute une partie mesure qu'on n'a pas pu développer par manque de fonds. On souhaite mesurer les flux de sève et les corréler à la puissance d'évaporation de la plante. L'objectif étant toujours avoir une surveillance horaire de la consommation de plantes et également de surveiller la consommation d'eau en fonction du stade de développement de la plante. Donc on a des essences d'arbres qu'on vise et qu'on commence à étudier sans ces outillages pour l'instant, qui sont le figuier, le catalpa, le platane, des arbres qui ont des grosses feuilles, qui nous intéressent parce que ces grosses feuilles tombent assez rapidement à l'automne, donc elles libèrent le flux lumineux pour l'hiver. Et par contre, ayant une grosse surface de travail, entre guillemets, elles évaporent énormément pour l'été. Voilà, donc les limites, c'est que notre modèle théorique, il nécessite maintenant un recalage expérimental. L'étude de flux de sève, on l'a menée, mais il nous manque le capteur. Et puis les cassés seront à affiner en fonction des paramètres régionaux, parce que là, on est vraiment parti sur des choses qui sont au niveau national, et on sent bien qu'il y a des spécificités par rapport au territoire à trouver. Et le dernier effet qu'on n'a pas du tout évalué encore et qui pour nous a probablement beaucoup d'intérêt, c'est l'effet multistrate. On a une canopée qui fonctionne parce qu'elle est au contact direct du rayonnement, mais on sait qu'on a des strates intermédiaires qui également jouent un rôle dans le rafraîchissement et qu'on ne sait pas encore quantifier. Voilà la mise en bouche. Alors je l'avais dit, hein, c'est juste une mise en bouche. Il y a encore beaucoup de travail, c'est un démarrage. L'idée ultime, si on peut se permettre de rêver, ce serait pour tous ceux qui font de la simulation thermique dynamique de pouvoir travailler en collaboration avec les développeurs, et on a l'idée de certains, pour pouvoir aujourd'hui faire des simulations qui valorisent l'effet du végétal sur le bâtiment. Parce que malheureusement, quand on fait une simulation thermique dynamique aujourd'hui, qu'on mette une toiture végétalisée ou une toiture normale, il n'y a pas réellement un effet. Et même chose sur par exemple, je suis sûre que si on simulait les bâtiments du studio Bohéry, on ne verrait pas l'apport réel des arbres. Donc c'est un peu ça, le Graal. Mais on est loin. On est très loin. Je voulais juste que tu cites, je crois que tu n'as pas cité le nom des étudiants qui ont travaillé. Ah, tu l'as dit, ok, pardon, j'ai eu une absence. Peut-être qu'il y a 2-3 réactions. L'idée, c'est aussi peut-être de recueillir des idées, peut-être des choses qui sont déjà connues, des envies. Allez-y, on a quelques minutes. Bonjour, merci. William Martin. Ça m'intéresse, moi particulièrement. Je travaille un petit peu en process expérimental aussi sur recyclage des eaux grises et végétalisation à la suite. Et donc, je me posais la question, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme plante qui participe d'une part du traitement de l'eau grise et qui participe au rafraîchissement par évaporation. J'ai testé la canne de Provence, ça évapore bien. C'est peut-être pas très pratique à planter sur les façades, mais ça marche plutôt bien. Après, il y a tout ce qui est, à mon avis, plantes grimpantes, et j'ai pas vu, ou je sais pas si vous avez travaillé sur ces éléments-là, qui sont peut-être des plantes plus faciles à introduire dans la ville que le platane, où il est là, mais il n'est pas là dans la maison, et puis il a une vitesse de croissance lente. Donc il y a peut-être ces aspects-là à intégrer pour augmenter l'efficacité, quoi. Alors en fait, dans notre concept, la vision finale, c'est d'avoir une mini-forêt dans laquelle on place le captage d'air du traitement de la CTA, en fait, et donc l'air frais vient de là. Donc, d'où les arbres assez gros. Il y a un deuxième intérêt aux arbres plus gros, c'est le système radicalaire qui est développé et qui permet d'avoir un système tampon. Je recueille de l'eau, je la stocke le temps que je veux dans la terre et je l'absorbe avec les arbres. Ça nous paraît plus amortissant en fait, comme fonctionnement. Pour les eaux grises, voilà, on a deux voies en fait. On a effectivement une voie épuratrice. On n'est pas forcément sur ce sujet-là parce que ça génère des contraintes ensuite avec les services sanitaires qui sont compliqués à gérer. On était plutôt sur un système de filtration. Je me suis rapproché en fait d'entreprises catalanes
qui, eux, proposent des systèmes qui sont assez peu coûteux en fonctionnement. Et qui, justement, ça demande simplement dans les projets de séparer les eaux grises des eaux vannes. Et les eaux grises étant peu chargées, peu polluées, le système de filtration est, en fonctionnement du moins, est pas cher. Mais c'est un système technique qu'on a à la cave avec des pompes, quoi. Oui, tout à fait. C'est l'inconvénient. Donc on peut aussi envisager après, en voie de développement, d'avoir un système d'épuration naturelle qui joue un premier rôle, et ensuite, effectivement, les plantes. Parce qu'il va évaporer lui aussi, quoi, le système. Il fait les moustiques, il fait tout ça. Oui, mais... voilà, c'est ça. Ok. Bonjour Aurélie Henry, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez rajouté un indice sur le pouvoir allergisant des essences d'arbres ? Ah non, on n'en est pas du tout là encore. Ça fait partie des critères des bâtiments durables. C'est-à-dire que quand on choisit les essences, on essaie de trouver des essences qui ne sont pas allergisantes, effectivement. Mais nous, on est simplement là sur la recherche de la puissance d'évapotranspiration. Donc on n'est pas passé encore sur le... En plus, je ne sais pas forcément corréler aujourd'hui allergisant avec puissance d'absorption de l'eau. Claire Monod, déléguée régionale de l'Union nationale des entreprises du paysage, donc, qui intervient aussi sur tout ce qui est végétalisation du bâti. Pour rebondir, il y a eu des études sur les capacités allergisantes de certains végétaux. Donc, il y a des publications sur ce domaine, publiées par Valor, qui est l'interprofession qui regroupe entreprises du paysage, concepteurs paysagistes, etc. Et il y a eu aussi des règles professionnelles qui sont disponibles. Et Plantécité est un organisme aussi qui travaille, peut-être que vous le connaissez, sur ces problématiques. Bonjour, Pierre David, président de la Fédération française du paysage, du coup, donc suite à ma collègue Claire. Est-ce qu'on peut revenir sur le figuier de Barbarie ? Parce que j'ai bien aimé en fait le côté un peu contre-intuitif. Aujourd'hui, on plante des essences méditerranéennes parce qu'elles ont besoin de peu d'eau, mais elles rafraîchissent peu. Et dans une optique de changement climatique et d'adaptation de nos modes de plantation de la ville et du périurbain en tant que paysagiste concepteur, je pense qu'on va être amené à ces plantes du sud aussi. Donc voilà. Ouais, j'avoue que je suis étonné par le figuier de Barbarie 06. Ouais, hein. Aussi. Ouais. Mais bon, voilà, vous suivez. C'est un peu l'intrus là pour là-dedans qui nous laisse perplexes. Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que les étudiants, dans le cassé théorique que je vous ai montré, je l'ai enlevé parce qu'ils ont calculé un cassé sur un palmier dattier, parce qu'ils avaient des données à leur disposition dessus. Et on est très surpris. On voit une consommation d'eau assez phénoménale. Et pour nous, il y a un biais qu'il faut qu'on comprenne. On a fait une petite expérimentation à l'échelle de notre maison. Alors, on n'a pas eu le temps de le mettre dans la présentation parce que c'était juste là pendant la canicule. Donc, on a mis un thermomètre, une sonde d'hygrométrie température. Bah, vas-y, par exemple, c'est toi qui l'as fait. On a mis un thermomètre sous un prunier, sous un figuier, et puis à l'abri du soleil, simplement sans protection. Et le figuier étant sur une pelouse, le prunier, lui, a un sol nu. Et donc on a eu entre 1,5 et 2 degrés d'écart entre la température ambiante, la température sous le figuier, et encore 1,5 à 2 degrés d'écart avec le prunier. Donc pour résumer, on a la température ambiante qui était autour de 34-35. En ombre sèche. Oui, c'est ça, en ombre sèche. Ensuite, on avait le figuier et ensuite, on avait le prunier. Ce ne sont que les températures thermiques. Tout à l'heure, Ernst Zürcher a bien spécifié qu'on a également la température rayonnante. Et ça, j'ai rien pour la mesurer, mais ça sera pour la prochaine fois. Alors, ici, j'ai un micro, pardon. Lionel Zint, département Sopranature de Soprema. Ma question est un peu plus technique sur la méthode de mesure de l'évapotranspiration. Est-ce que vous vous êtes basé sur les équations de Peyman-Montet classiques, ou est-ce que vous avez creusé d'autres pistes? Et le TR, l'avez-vous mesuré ou calculé? Voilà, si vous pouviez détailler un tout petit peu. Juste très rapidement, parce qu'en fait, on s'est arrêté. On a déterminé quel était l'outil qui nous était nécessaire pour mesurer le flux de sève.
Et puis quand on a voulu acheter, eh bien, on est tombé face au mur financier, non. Donc on n'a pas été plus loin. C'est notre prochain objectif, c'est la prochaine étape. Voilà, évaluer l'ETR, la méthode de mesure, et surtout, voilà, parce qu'il y a différents types de mesures de flux de sève, et corréler bien le flux de sève à l'évapotranspiration, parce que tout ce qui monte ne part pas forcément en évaporation. Bonjour Fabienne Guérin. En fait, je suppose qu'il y a un problème de nomination pour le figuier de Barbarie. C'est l'arbre ou c'est la plante grasse avec les raquettes et c'est l'arbre qui fait les figues? Ah, donc voilà, si c'est le figuier de Barbarie, en fait, il ne fait pas d'ombre. Enfin, voilà, et c'est une plante invasive, donc à éviter de planter chez nous. Et dangereuse. C'est un cactus en fait, hein. Oui, on est d'accord. Hein. Et c'est pour ça que ça nous étonnait de le voir à 0,6. Par contre, la présentation suivante. Je suis désolée, peut-être il y aura d'autres questions. Ensuite, n'hésitez pas. Alors, on est en recherche et d'idées et de partenaires. Et le but, c'est de faire avancer collectivement le sujet. Donc, vous pouvez venir voir Cédric entre midi et 2 pour échanger avec lui. C'est vraiment, on l'a dit, une mise en bouche. Alors, pour la suite... donc, par contre, je ne comprends pas pourquoi on m'avait dit que ça déroulerait direct. Et là, on tourne en boucle sur la présentation. Ah bon? Ah oui, non, c'est bon. Pardon. C'est parce que oui, pardon. Donc, c'est Florent Guilabert. Je vous laisse vous présenter. Voilà. À vous la parole. Bonjour à tous. Je suis Florent Guilabert. Je suis entrepreneur et adhérent de la CSRE, Chambre syndicale régionale de l'étanchéité, et membre de la DIVET, Association des toitures et façades végétalisées. Alors, on m'a demandé de vous présenter un retour d'expérience sur les toitures végétalisées réussies. C'est parti. Je voulais juste en préambule distinguer, enfin, je pense que vous le savez déjà, on classe, je ne sais pas si vous m'entendez, on classe les toitures végétalisées en 3 catégories. Je vais faire simple. Les terrasses jardins, qui sont des terrasses accessibles, ça c'est à retenir. Terrasses accessibles, terrasses jardin. Vous avez substrat, terre végétale, supérieur à 30 cm avec des sujets importants. Vous pourrez lire qu'il y a plusieurs contraintes, forte charge, puisque la terre en capacité maximale d'eau, en eau, on flirte avec les 2 tonnes, voire plus des fois. Donc, et l'entretien, c'est de la terrasse jardin. Donc, ce sont les paysagistes, la plupart du temps, qui interviennent sur les terrasses jardins. Ensuite, vous avez 2 autres types de toiture terrasse. Je fais rapide. Semi-intensive et extensive, pardonnez-moi. Ces 2 types de toitures sont encadrés par des règles professionnelles. Très récente. La dernière version est sortie en mai 2018. Donc, bon, la différence, semi-intensive, vous avez une hauteur de substrat qui peut aller jusqu'à 30 cm. Et l'extensive, on est sur un substrat très réduit, inférieur à 12. Donc, bien, terrasse non accessible. On distingue, après, vous avez des contraintes liées à l'entretien, l'arrosage, et selon les régions. Là, en région PACA, vous avez une irrigation obligatoire pour avoir une terrasse réussie, végétalisation réussie. Alors, après ce préambule, je vais vous présenter un petit focus donc, sur une crèche municipale qui a été construite dans les Bouches-du-Rhône. Vous verrez le nom de la ville plus tard. L'année de la construction, c'était 2012. Livraison, c'était tout début janvier 2013. Toiture terrasse végétalisée extensive, environ 470 mètres carrés. Alors, c'était un bâtiment qui a eu une démarche BDM dès le départ, donc en conception. Réalisation usage, après mesure, ça a été classé niveau argent. Donc, un bâtiment, on va dire, très tourné vers tout ce qui est côté environnemental. Démarche innovante. La mairie donc le maître d'ouvrage était très intéressé par cette démarche, a voulu sélectionner des sédums, on va dire, qui peuvent bien résister
à l'environnement. Donc, on a fait plusieurs tests avec le fournisseur de végétalisation. Et on a testé ça in situ sur la toiture pendant quasiment plus d'1 an. On a mis plusieurs sédums et il a été sélectionné, mis en culture les sédums souhaités. Là également, autre démarche innovante, la technique d'arrosage qui a été faite par Nat d'irrigation. C'était ça venait de sortir. En tout cas, pour nous étancheurs, ça a été proposé et ça a été accepté. Voilà le projet présenté. Et là, je reviens en arrière. Vous avez ici un plan de toiture. Donc c'est un bâtiment ossature bois avec un support en tôle d'acier nervuré, forte isolation en laine de roche. Par suite, étanchéité de type anti-racine. Bon, je vous passe les détails de l'étanchéité, ce n'est pas le sujet du jour. Vous pouvez voir les 3 patios et la terrasse technique ici. Vous avez une noue ici avec la zone stérile et sur ces 2 autres toitures là vous avez des noues qui ont été traitées donc en zone stérile et pour donner un petit côté design. Nous avions proposé donc de faire une zone stérile en forme de calade, de serpent. Enfin, voilà. Donc ça c'est pour le côté avant-projet, tout est bien. Et là donc je vous ai dit livraison 2013, janvier 2013. Là nous sommes en 2016 et c'est l'été. J'ai l'occasion de retourner sur la toiture, de prendre des photos. Et on peut visualiser plutôt qu'il n'y a plus vraiment de sédum, peut-être quelques traces d'adventice brûlées. Et voilà, ce sont les premières photos. Été 2016, on avance et en fait on recule. Ici vous avez l'hiver 2013-2014. Donc c'était, je crois, un mois de février 2014, donc 1 an après la livraison. On voit les sédums en stress hydrique, c'est tout à fait normal. Beaucoup d'adventices en revanche. Ici, voilà, là. Et on recule. On revient à l'été 2013, donc 6 mois à peu près, 6-7 mois après la livraison. On voit le sédum qui est en pleine floraison. Et là, on peut dire que la toiture végétale est avec... on est en extensif, hein, donc on peut dire qu'elle est réussie. Voilà, c'est du sédum, c'est rampant. On peut visualiser, mais là, on ne les verra pas. Il y a quelques plantations intégrées de type thym, ciboulette. Qu'est-ce qui a été planté je ne me souviens plus exactement, mais on peut les visualiser. Là, je crois qu'on a du thym. Alors, vous avez vu, 2016 à 2013, on a remonté le fil. Ça ressemble à un échec. Et pourtant, cette toiture a été mentionnée dans plusieurs brochures. Celle-ci, c'est une brochure de 2014, me semble-t-il, qui est encore diffusée aujourd'hui. On la voit apparaître là. Donc, comme étant une référence. Voilà. Elle a été mentionnée dans le TPBM également. Là, on peut reconnaître la toiture du stade Vélodrome. Et là, le toit, il est au top. Voyez-vous ? Là, vous avez, je crois que c'est Horticulture et Paysage, la revue, également, un 2 pages bien détaillé sur le système d'irrigation, sur les plantes sélectionnées, sur la démarche du maître d'ouvrage, tout ça encadré par le BDM. Donc, on s'est donné les moyens, c'était une réussite, mais
il faut comprendre pourquoi en 2016 c'était comme ça. Donc le retour en arrière s'impose. Là, nous sommes en novembre 2012. Vous avez, je vous ai passé la pose du support, la réalisation de l'étanchéité, de l'isolation de l'étanchéité. Et là, vous êtes sur la natte d'irrigation et la réalisation de la zone stérile. Vous avez le substrat qui a été pompé. Voilà. Là, vous avez la mise en place du substrat. Ici, vous avez la végétalisation qui vient d'être appliquée. C'était du rouleau précultivé. Et là, vous voyez tous les plants qui ont été insérés dans le paysage. Ils ont été placés volontairement en bas de pente pour profiter un peu de tout ce qui était bénéfice hydrique des eaux. Donc ça, ce sont des vues prises de haut. Donc effectivement, ça ressemble à une réussite. Là, ce sont 2 photos prises au printemps 2013. On voit bien les sujets plantés. Ici, l'iris, naine. On voit qu'au printemps, tout se passe plutôt bien. On a même une croissance des sédums assez importante. Moi, je n'avais pas vu des sédums en 3 mois prendre autant de volume. Et pourtant, que s'est-il passé entre cet été 2013 et cet été 2016? Et ça, je pense qu'il faut le pointer du doigt, puisque étant applicateur de systèmes de végétalisation et étant intéressé par le monde végétal, je suis étancheur avant tout, mais bon, il est important pour moi de vous le dire. Je ne sais pas si vous êtes maître d'ouvrage, prescripteur, très important. Ce qui va suivre, c'est le plus important. Ça s'appelle du teasing. Alors, je vous ai parlé des règles professionnelles de 2018, mais 2018 version 3. Elles sont ici. Sachez que la première version a été diffusée en 2002. La profession étanchéité, on était... alors, il y avait l'UNEP sur la version 2. Enfin, voilà. Aujourd'hui, les règles professionnelles sont portées par le syndicat français de l'étanchéité. Vous avez l'enveloppe métallique et la divette. En septembre 2010, également, la Chambre syndicale a sorti une notice d'utilisation donc, à l'attention du maître d'ouvrage. Très important, que l'on remet au maître d'ouvrage, où il y a ici ce qu'il convient de faire, ce qui doit être fait et ce qu'il ne faut absolument pas faire. On a parlé de figuier de Barbarie, de Cannes tout à l'heure, donc ça, dans la ville, très bien, mais pas sur une toiture terrasse. Ou une toiture terrasse, pardon. Donc, je vous ai parlé des règles à respecter. Et là, en l'espèce, les principales règles n'ont pas été respectées. Alors, première chose, le système d'irrigation a été rapidement coupé. Alors, ça, c'est dès l'été 2013. C'est un peu compliqué à vous expliquer. Je vais le faire très court. Donc, c'était BDM, conception, réalisation et après évaluation. Donc, ils avaient un compteur pour tout ce qui était végétalisation, pour voir comment se passait ce système d'irrigation innovant. Et ils se sont aperçus très rapidement qu'il y avait une surconsommation d'eau. Alors, mais surconsommation. Je fais rapide. Au bout de quelques mois, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus tenir. Il y avait un problème. Donc, il a été demandé à l'entreprise de tout vérifier, chose qui a été faite avec le fournisseur de système d'irrigation. Il n'y avait aucun souci. Mais la surconsommation continuait. Ils ont coupé. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Donc c'est pour ça qu'à l'été 2016, on était bien. À l'hiver, on était en stress hydrique classique, peut-être un petit peu faible au niveau végétalisation, mais ça allait encore. Mais l'été d'après, les sédums n'ont pas pu perdurer. On a su plusieurs années après qu'il y avait un agent municipal qui venait faire le samedi des gâches et laver les voitures. Et il était branché sur le même compteur. Donc, voilà.
la surconsommation venait de là. Mais ça, c'est pour la petite anecdote. Non, ils n'ont pas remis l'eau. De toute façon, les sédums étaient complètement morts. Et dès le départ, la mairie n'a pas souhaité passer de contrat d'entretien. Alors, ça, c'est une erreur également. D'autant plus qu'elle devait former du personnel, mais il s'est avéré que pour des raisons administratives et de sécurité, pas d'autorisation. Ils ne pouvaient pas faire monter du personnel sur une toiture. Vous avez vu, il y a ces patios. C'est un peu compliqué. Et donc, pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas fait faire l'entretien par leur personnel. Voilà, troisième, je pense que ça, c'est aussi une des troisièmes règles, enfin, qu'il faudrait instaurer comme règle en tout cas, c'est que cette toiture végétalisée n'est vraiment pas visible. Elle est insérée dans un parc, mitoyen d'un parc, et elle est surplombée par des logements sociaux. Et éventuellement, la population n'a pas l'air très intéressée par le devenir de cette toiture. Voilà. Donc, je pense que pour qu'une toiture végétalisée soit réussie, il faudrait qu'elle soit visible. Voilà, qu'elle soit visible, forcément, ça va influer sur l'entretien et sur la pérennité. Alors, je formulais ça par un désintérêt, mais voilà, il n'y a pas de pression auprès de la mairie. Sachez que par pure coïncidence, mais vraiment, je pense que c'est le plus grand des hasards, hier, j'ai été contacté par le service technique de la mairie qui souhaite avoir les DOE, les DUI pour remettre en marche le système de végétalisation. Je sais pas, c'est le hasard. Donc voilà, en guise de conclusion, je voudrais vous dire que la réussite d'une végétalisation tient avant tout, donc volonté du maître d'ouvrage, avant tout. Il faut qu'il y ait une volonté vraiment farouche, exacerbée, voilà, que le maître d'ouvrage soit vraiment impliqué, qui s'entoure de personnes compétentes en amont, très important, et ensuite suivre les règles, donc règles professionnelles, que ce soit sur l'application, l'entretien. Dans notre région, ça sera l'irrigation qui est très très important, surtout pour les toitures extensives. Et puis après, faire réaliser les travaux par une entreprise qualifiée. Voilà. Il existe depuis 2014 une nouvelle qualification chez Calibat, donc c'est la 3292. Voilà, vous pouvez, je pense qu'une entreprise aujourd'hui qui a une qualification 3292, vous pouvez lui faire confiance, c'est qu'elle connaît un peu son travail. L'ouverture. Je vous ai parlé des 3 types de toitures. Toiture, terrasse, donc jardin. Elles sont accessibles. Toiture semi-intensive, extensive, non accessible. Depuis quelques années maintenant, on voit croître ce qu'on appelle, nous, l'agriculture urbaine en toiture. J'ai envie de vous dire que nous sommes plusieurs à penser que c'est peut-être l'avenir, à contrario d'une terrasse avec 4 cm de substrat, avec du sédum. On pense qu'il y a une utilité à aller cultiver ces espaces, donc à coloniser nos espaces perdus. On parlait tout à l'heure en séance plénière de récupérer les eaux pluviales pour aller irriguer. Moi, j'ai plus simple, hein, c'est directement utiliser les eaux pluviales pour cultiver en haut. Donc, on a la chance ici d'avoir Lionel parmi nous qui a présidé, organisé le groupe de travail sur la rédaction de ces recommandations professionnelles pour l'AUT. Voilà, je pense que c'est l'avenir. Ici, nous avons l'exemple d'une terrasse jardin, mais qui a été détournée en AUT. Aujourd'hui, une famille de 4 personnes, alors je ne vous dis pas qu'elle se nourrit, mais profite de cette toiture et de ce qu'elle peut produire. Voilà, donc cette agriculture urbaine en toiture est encadrée par des recommandations techniques. Donc c'est tout récent. C'est sorti en fin d'année dernière. Vous pouvez les télécharger. En fait, c'est les demander par mail, mais vous pouvez, toute la procédure est sur adivet.net. Voilà.
je voulais vous remercier pour votre écoute. Je vais laisser Sophie. Alors, juste avant de passer la parole au public pour les questions, on avait échangé avant avec Florent parce que le but de Batifré, c'est de montrer des choses qui marchent. Alors là, vous avez vu, c'est pas tout à fait ça, mais on trouvait que c'était pédagogique et intéressant de revenir sur un échec, d'en étudier les causes et de vous les montrer. C'est aussi l'esprit d'Envirobat de BDM, de transparence, de pas tout, enfin voilà, on n'est pas langue de bois. On sait dans la profession que ça marche pas toujours les toitures végétalisées. Et voilà, c'était l'occasion de montrer pourquoi. Mais quand même, comme moi j'aime bien finir sur une note optimiste, à l'occasion d'une mission que m'a confiée la région que nous a confiée la région à Sowat sur la qualité d'air intérieur des lycées, on a l'occasion de pas mal se promener. Et je voulais vous montrer 2 lycées qu'on a vus là ces derniers mois. Celui-ci, c'est le lycée de la Montagne à Val-de-Blore. Et ça, c'est une toiture qui est, alors pour le coup, pleine terre. Hein. Donc évidemment, je pense que le studio Boeri nous montrera aussi que c'est une des clés de la réussite. Hein. Le substrat, c'est important. Donc là, c'est sûr, c'est pleine terre. Mais alors là, pour le coup, c'est une toiture qui nécessite très peu d'entretien. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec le technicien du lycée qui fait un fauchage 2 fois par an de la toiture et c'est tout. Et tout le reste, en fait, et là vous avez une photo, mais en fait ce sont les espèces locales qui poussent dessus et ça marche très très bien. Et elle n'est même pas arrosée. Alors c'est sûr que Val-de-Blore, pour ceux qui connaissent, c'est dans le 06, c'est en montagne. Il y a des orages, il pleut, il fait pas extrêmement chaud. Mais nous sommes là aussi pour représenter la région PACA, qui est dans toute sa diversité. Et la montagne fait partie de notre territoire. Donc, je voulais vous montrer celle-là. Et puis, je voulais vous en montrer une autre. Ça, c'est la toiture végétalisée du lycée Matisse à Vence. Et là, j'y étais il y a 15 jours. Oui, 15 jours. Donc, voilà, vue de loin un petit peu. Et puis, vue d'un peu plus près. Elle est arrosée, hein, donc et là aussi il y a du substrat. Alors c'est intéressant parce que eux ils en prennent soin effectivement. C'est le lycée lui-même qui fait l'entretien, qui replante les espèces quand il faut les replanter, qui arrose, qui coupe. Alors là c'est pas juste un fauchage, mais vous voyez il y a 2. Hein. Là ça c'est celle que je viens de vous montrer, c'est celle qui est là. Et puis ça c'est celle sur laquelle il y a les espèces locales qui poussent. Elle est arrosée aussi, donc ça fait pas le même effet, c'est sûr, c'est moins classe, c'est moins joli que là, mais quand même, c'est quand même une toiture végétalisée qui fonctionne aussi. Et cette fois-ci, Vence, c'est le 06, il y fait chaud, il y pleut pas beaucoup, mais la toiture est arrosée. Bon voilà, c'était juste pour garder rapidement 2 petits exemples réussis et qui fonctionnent. Et maintenant, à vous, le public, et je vous laisse poser vos questions. Merci beaucoup, parce que je pense que on nous montre trop de projets qui marchent et on tombe trop dans l'autopromotion. Mais là, au moins, moi, j'ai plus appris avec ce projet qui a pas marché. Et je voulais juste mentionner quelque chose d'important. C'est bien que vous ayez aussi montré le lycée de Val-de-Blore. Et en fait, donc c'est le paysagiste concepteur, on peut le citer, Alain Faragou, qui a travaillé sur le projet. Et sa conférence est en ligne sur le site de la Fédération française du paysage. C'est extrêmement intéressant. Il raconte comment il a élaboré cette palette végétale. En fait, je pense que c'est le mot projet qui est important. C'est qu'on parle de toiture végétalisée, on parle de tapis, de sédum à dérouler, on parle de dossiers de référence. Il est faux, parce qu'il faut encadrer, parce que sinon tout le monde fait n'importe quoi. Mais je pense que la notion de projet et de cas par cas, elle est importante. Il faut un concepteur à un moment donné, il faut donner le temps. On voit trop de projets où les terrasses végétalisées sont, comme vous l'avez dit, pas visibles, dans des endroits improbables, et du coup ça devient un coût en plus. Et on se demande le bien fondé de ça. Et je pense que ce projet-là, il le raconte mieux que moi sur la vidéo, mais en fait, il y a eu plusieurs mois de mise en culture. Ils sont allés dans les pâturages, récolter les graines de toutes ces... Parce qu'une prairie, il y a 200 espèces herbacées, quoi. C'est des cortèges floristiques extrêmement complexes. Ils sont allés récolter les graines, il y a eu une mise en culture. Et voilà, donc moi, on n'est pas sur un tapis qu'on a déroulé, et c'est pour ça que ça marche aussi, je pense. Et c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu entre la solution, la recette qui marche, et le projet au cas par cas. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble
Voilà, donc merci beaucoup. C'était une remarque plus. Juste au passage, j'ai contacté l'atelier, c'est Faragou, mais ils n'ont pas répondu. Sinon, j'avais demandé à ce qu'ils viennent intervenir. Donc, on ne les avait pas oubliés. Bonjour, Annabelle Gégère, mission transition énergétique de Monaco. Moi, j'ai une question sur quand vous dites ça fonctionne. Donc, je comprends bien que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça perdure dans le temps. Mais est-ce que vous avez des critères de baisse de température du bâtiment, de captation carbone, enfin, voilà, tout ça dans le ça fonctionne? C'est juste après moi, je pense. Alors, juste pour revenir sur Val-de-Blore, par exemple, j'ai posé la question. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que sous cette toiture végétalisée, il y a des salles de classe, mais je n'ai pas de bâtiment à côté équivalent avec le même usage. Donc, c'est très compliqué de comparer. Donc, effectivement, il y a un bâtiment à côté qui n'a pas de toiture végétalisée, mais dessous, ce n'est pas du tout le même usage. Donc, c'est compliqué de comparer. Et avant, c'est la même chose. Donc c'est vrai que ça laisse une frustration sur la partie thermique notamment. Quand on dit que ça fonctionne, c'est dans le sens où il n'y a pas de fuite d'étanchéité, parce que c'est souvent ce qui est opposé comme argument à la végétalisation, puisque comme elle est arrosée, il peut y avoir une problématique d'étanchéité. Donc là, sur les deux exemples qui sont cités, il n'y a pas de problématique de ce type. Et Val-de-Blore, il a, je parle sous votre couvert, mais une dizaine d'années, je crois, ce lycée. Donc il y a quand même un retour assez important. Et le lycée de Vence aussi. Et il y a une végétalisation intéressante, esthétique. Voilà, c'est dans ce sens-là. Effectivement, dans le sens thermique, là, sur les exemples proposés, il n'y a pas réellement de mesures et de retour d'expérience. Par contre, on va en avoir juste après, avec l'expérimentation qui a été faite à l'INSA. Autre question, peut-être ? Ça va. Juste pour rebondir sur votre question, pour le vivre tous les jours, nos bureaux sont végétalisés avec une terrasse jardin. On a 45 cm de terre et je peux vous certifier que les bureaux en dessous de la terrasse ont un niveau de confort supérieur à celui de l'étage. Bon, qui est aussi un peu vitré, donc forcément. Mais c'est net, je ne l'ai pas mesuré, mais je vous dis, il y a une sensation de confort et au niveau sensoriel, c'est très important. Oui, bonjour, Damien Chatou, Méditerranée Environnement, donc entreprise du paysage. Je voulais savoir s'il y avait un architecte paysagiste sur votre projet. Oui. Qui était ? Je ne sais plus. D'accord. Et je voulais savoir également si vous aviez travaillé en corrélation avec une entreprise du paysage pour réaliser cette toiture végétalisée. Non. D'accord, ok. Voilà, donc juste pour nos faire effectifs. Comment ? Ce sont nos effectifs qui ont réalisé la pose. Et pour l'implantation des sujets, enfin des autres petits plans, on était avec le fournisseur. Il y avait le fournisseur avec lequel nous avions travaillé en amont. D'accord. Parce que je pense que c'est important justement d'avoir ce lien entre étancheur et maître de l'art dans la végétalisation. Parce nous, on a des retours notamment avec le prieuré qui va passer après. Sur des toitures réussies de grande envergure en extensif ou alors avec des végétaux de plus haute taille. Et donc entre concepteurs, entreprises et fournisseurs, je pense que c'est important d'avoir ce lien. Tout à fait. Le lien entre les paysagistes et les étancheurs est primordial pour la réussite. Mais ce lien-là, pour les toitures extensives, honnêtement, les étancheurs peuvent s'y intéresser, former leur personnel et le faire de leur côté sans avoir besoin d'un paysagiste forcément. Mais les plus grandes toitures terrasses, on va dire de type jardin, là, effectivement, l'apport des paysagistes et des entreprises du paysage, cette participation est très importante. Et comment s'est passée du coup la garantie, parce que la reprise du végétal, comment vous avez fonctionné après avec le maître d'ouvrage? Aujourd'hui, la toiture est en l'état. Il n'y a pas de garantie de végétaux après la période de confortement. Sachez qu'aujourd'hui, s'ils veulent remettre
j'allais dire en route la végétalisation ou revégétaliser. C'est tout à fait possible. On peut le refaire par ensemencement. Il faudra attendre une période propice. Mais voilà, une toiture végétale n'est jamais morte en l'état. On peut ressemer derrière. Je vais être obligée d'enchaîner. Merci beaucoup en tout cas. Et donc, c'est à Rémi et Jean-Christophe de nous présenter la suite avec de fortes attentes dans le public, pour ne pas mettre de pression. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Rémi Bournic et je représente donc l'INSA de Lyon et plus particulièrement le laboratoire DEEP pour donc déchets, eau, environnement et pollution. Oui, bonjour. Donc, nous avons collaboré avec l'INSA de Lyon. Moi, je suis Jean-Christophe Grimard. Je suis le responsable recherche et développement donc, de la société Le Prieuré. Le Prieuré, on est une PME donc, qui faisons des toitures et façades végétalisées depuis plus de 30 ans, partout en France, un petit peu à l'étranger. Et on a développé différents modèles. Et donc, on s'appuie régulièrement donc, sur l'expertise de l'INSA de Lyon pour valider certains modèles nouveaux avec de nouveaux concepts. Donc, notre présentation, justement, va aborder des aspects thermiques. Bon, des aspects qu'on a voulu objectifs, puisqu'on a mené des mesures. Hein, on a fait une expérimentation relativement longue sur des toits végétalisés et non, ou non végétalisés, donc en mesurant des températures. Mais pour introduire donc, cette expérimentation, je prends un biais un peu particulier. Et oui, alors, merci Rémi. Donc voilà, moi je suis aussi administrateur donc, du pôle DREAM, qui est un pôle qui s'occupe de la ressource de l'eau. Et c'est d'ailleurs par cet angle donc, de l'eau, la gestion de l'eau, l'eau de pluie notamment, que je vais dire un mot sur la végétalisation du bâti. Voilà, et notamment revenir sur je prends un petit peu de hauteur là, et je décris un concept que malheureusement on constate tous, et de plus en plus aujourd'hui, hein. On a finalement des phénomènes qui sont auto-entretenus et qui enflent, qui prennent de plus en plus d'importance, hein, qui sont l'urbanisation. Vous l'avez très bien décrit ce matin, hein. Effectivement, il y a plus de monde qui vit dans les villes. Et on a des villes qui sont de plus imperméables. On artificialise nos sols. Mais d'ailleurs, ça nous arrange bien. Hein, quand on va faire nos courses chez Leclerc, chez Carrefour, on préfère pousser un caddie sur une surface roulante. Hein, on serait plus embêté voilà, si c'était une surface enherbée ou du tout venant. Hein. Et puis, on a aussi donc, des modifications climatiques, un changement climatique qui s'additionne aux deux précédents phénomènes. Donc tout ça, ça s'auto-entretient et ça fait une boucle, une spirale qui n'est pas vertueuse, hein, qui nous tire plutôt vers le bas. Et notamment, donc, on sait qu'on a une modification importante sur le cycle de l'eau, alors qui entraîne, je ne vais pas m'étendre, hein, mais qui entraîne essentiellement donc, des ruissellements de surface. Hein, on a des temps de concentration au niveau des pluies qui sont très très condensés. Donc l'eau de pluie ruisselle sur nos surfaces artificialisées, donc, qui crée bien sûr des dégâts urbains, de l'engorgement de nos réseaux. Alors ça, on ne s'en rend pas trop compte parce que c'est sous nos pieds, donc finalement on n'y regarde pas trop souvent, on s'en moque un peu. Bon, par contre, il y a des risques d'inondation qui se multiplient, hein, des montées de niveau d'eau qui sont de plus en plus violentes. Vous le savez bien ici sur la Côte d'Azur. Risque de pollution donc, qui s'accrue parce qu'on a des lessivages des sols. Et finalement, donc, on entraîne des polluants jusqu'au point bas des villes. Et chez vous, en général, chez nous qui sommes dans le Nord, en bord de Loire, ben voilà, le point bas de la ville, c'est la Loire. Chez vous, c'est plutôt les... Mince, pardon. Je voulais pointer... Je vais y arriver, je vais revenir en arrière. Excusez-moi, il y en a pas mal à... Oui, donc vous, le point bas de la ville chez vous, c'est plutôt la plage, hein, effectivement. Et vous avez des journées où la baignade à Marseille est un peu compliquée. Et puis donc, incidence secondaire, donc on a des villes qui se réchauffent. Alors c'est dommage parce que là, voilà, la pluie, finalement, elle est vécue comme un adversaire. C'est quand même dommage. C'est encore plus dommage chez vous parce que la pluie, vous en avez peu. Hein, voilà, 55 cm par an. Il vaudrait mieux la considérer comme une ressource plutôt que comme un adversaire.
Donc, nous qui intervenons sur les toits, on s'est aussi posé la question, parce que les collectivités sont venues nous voir pour savoir si on pouvait intervenir par rapport à ça. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, depuis donc des dizaines d'années, on a tendance à faire des villes qui sont de plus en plus imperméables, qui sont de plus en plus minérales. Là, effectivement, bon, ça c'est une vue de nos villes chez nous à Tours, mais vous pouvez vous poser la question, et là, quand il pleut, où va la pluie ? Oui, pas trop facile. En tout cas, elle ne va pas s'infiltrer dans le sol. Et effectivement, donc, la plupart du temps, elle est récupérée par nos réseaux. Et on vient donc cumuler à nos eaux usées, qui ne sont pas d'un si gros débit que ça, on vient bien sûr accumuler des eaux de pluie qui peuvent, elles, être 100 fois plus importantes, 500, 1000 fois plus importantes en termes de débit. Hein. Donc des réseaux qui ne sont pas dimensionnés pour les absorber. Alors ce qu'on préconise, alors, quand je dis on, c'est par exemple les agences de l'eau, hein, c'est ce qu'on va retrouver dans vos PLU, dans vos règlements de ZAC. Donc on préconise donc la conception de villes de plus en plus perméables, poreuses, et donc d'infiltrer la pluie, si possible, là où elle tombe. Donc voilà, de faire des jardins de pluie, des parcs. Bon, c'est pas nouveau comme solution. Hein. Tant mieux, effectivement, si on a la possibilité de faire et d'encourager donc des villes perméables. Mais on se dit aussi qu'il y a finalement dans la dissipation de la pluie, qu'on aimerait bien ne pas retrouver dans nos réseaux, hein, tant qu'à faire, autant qu'elle ne sature pas nos stations d'épuration. Donc l'envoyer, l'infiltrer dans le sol, c'est une bonne voie, mais il ne faut pas non plus oublier la voie vers le haut. Hein, j'ai tendance à dire l'infiltration, c'est la voie vers le bas, mais on a aussi, avec le végétal notamment, hein, donc, des possibilités d'évaporer, donc de dissiper l'eau vers le haut. Donc tâchons d'utiliser ces deux voies, vers le bas, vers le haut, et faire des villes qui deviennent respirantes. Pas forcément des villes infiltrantes, enfin pas que des villes infiltrantes, mais faire des villes respirantes où certainement on se sentira mieux. Donc voilà, donc je reviens maintenant aux toitures végétalisées. Bon, juste pour compléter, merci pour votre présentation. Hein. Bon, sachez que les toitures, c'est comme dans nos jardins. Hein. Pour avoir un beau jardin, il faut un beau jardinier. C'est pareil sur un toit. Hein. Donc l'entretien, effectivement, est primordial. Il n'est pas forcément important, mais il est primordial. Donc en tout cas, en termes, alors bien sûr les toitures végétalisées, elles ont un intérêt, c'est que, bon déjà c'est des solutions qui sont par rapport à la pluie, hein, je me place cette fois-ci par rapport à la pluie, c'est des solutions qui sont sous la goutte. Hein. La première surface que rencontre une goutte d'eau quand elle tombe sur la ville, c'est un toit. Donc si on peut la gérer à ce moment-là, tant mieux, on n'aura pas de tuyaux à fabriquer derrière. En termes hydrauliques, effectivement, donc, la toiture végétalisée, elle va retenir une proportion de pluie. Bon, allez, on a l'habitude de dire qu'en moyenne, une toiture végétalisée classique, en bon état, elle va retenir à peu près 60% de la pluie, 50% de la pluie. Donc, on réduit les volumes relargués, et puis on étale un peu les pics de pluie. Mais malheureusement, elles ont quand même un comportement limité. Notamment, c'est comme une éponge, hein, c'est comme une éponge sous son robinet. Quand l'éponge elle est saturée, elle retient plus d'eau. Hein. C'est pareil pour les toitures. Donc il faut savoir que 20 fois, 25 fois, 30 fois dans l'année, les toitures sont saturées, et donc là, elles n'ont plus de capacité à absorber l'eau, quel que soit le type de toiture d'ailleurs. Hein. Donc dans ce cas-là, effectivement, l'eau va partir vers l'aval, hein, et elle va se retrouver dans nos réseaux, et surtout, on ne contrôle pas le débit d'évacuation. Le débit d'évacuation, c'est le débit de la pluie. Donc malheureusement, les volumes stockés sont parfois insuffisants, pas suffisamment importants. Et puis, on n'optimise pas non plus l'eau qui est stockée. Hein. Est-ce qu'on peut trouver des façons d'optimiser l'eau stockée par les toitures ? Donc, c'est pour ça qu'on a développé donc, un nouveau système de toiture végétalisée stockante et régulante qu'on a testé donc, avec les collègues de l'INSA de Lyon. Donc, pour parler rapidement donc, de l'expérimentation que va décrire Rémi, en fait, ce qu'on a fait comme expérimentation, c'est qu'on a comparé des toitures qu'on va considérer classiques, hein, toitures conventionnelles, bon, ici que vous voyez sur la gauche. En l'occurrence, c'est un bac pré-cultivé. Hein, donc on a cultivé, on a fait développer les plantes chez nous sur nos surfaces de pépinière, donc des produits qu'on amène déjà cultivés chez les clients. Bon, ça a été facile de travailler avec ce système modulaire pour faire des tests, mais donc on le considère donc comme une toiture conventionnelle. Et puis donc on l'a comparé au nouveau système
où là, vous voyez, il est constitué finalement du premier bac précultivé qui superpose un bac de stockage d'eau qui va recueillir 25-30 fois dans l'année donc le drainage, l'évacuation du bac végétalisé. Vous voyez, il y a des petits trous. Hein. Quand tout ça se sature, l'eau qui est évacuée, elle est recueillie par le bac de stockage. Et là, donc, l'idée qu'on a eue, c'est que ce bac de stockage, on lui a adjoint donc des mèches de capillarité qui vont remonter l'eau aux plantes. Bon, on n'a rien réinventé, hein. C'est le bac Riviera de nos grands-mères. Hein. On arrosait les géraniums dans la réserve, et pas directement sur la terre. Bon, c'est ce qu'on a fait sur les toits. Et puis, pour éviter les débordements, on a aussi ajouté un régulateur qui va permettre d'évacuer aussi, cette fois-ci vers le bas, un très faible débit d'eau. Il est ajustable, ce régulateur. Bon, il comporte des trous calibrés. Et donc, on peut comme ça envoyer vers le réseau, finalement, les débits autorisés par les PLU. Hein, les PLU nous autorisent, par exemple, de rejeter 2 litres seconde hectare, 5 ou 10. Donc, on peut l'ajuster et on cale notre régulateur. Le but du jeu, c'est bien sûr d'éviter que le bac de stockage ne déborde, puisque là, on renvoie de l'eau vers les réseaux sans maîtriser le débit. Donc voilà, c'est ces deux systèmes qu'on a testés. Alors, là maintenant, les tests que va vous présenter Rémi, les mesures que vont vous présenter Rémi, c'est des mesures thermiques. Hein, parce qu'on a voulu vérifier aussi si effectivement ce système qui fonctionne d'un point de vue hydrique, il a aussi un intérêt thermique. Je passe la parole à Rémi. Merci. Voilà, donc du coup, je vais revenir sur les expérimentations. Donc le but premier, on vous l'a dit, nous à l'INSA, on est à DIP, on est un labo plutôt d'hydrologie urbaine. Du coup, le but premier, c'était vraiment la mesure des performances hydrologiques de la toiture végétalisée classique en comparaison au système innovant. Et donc, ça veut dire quoi les performances hydrologiques? On l'a vu avec Jean-Christophe, c'est combien d'eau on va rejeter au réseau et à quel débit. Et dans un deuxième temps, on avait des mesures complémentaires, donc des mesures thermiques, qui ont pour but de mesurer l'effet de nos solutions, enfin des solutions du prieuré sur le bâtiment et son environnement. Donc pour ça, on a mis en place un site expérimental donc, à Mions, en banlieue de Lyon, qui était instrumenté avec une station météo. Et on avait 4 modules de 5 mètres carrés, donc 3 qui étaient végétalisés, avec la solution standard et avec la solution innovante, et qui étaient instrumentés avec des débitmètres, donc qui nous donnent le volume et le débit de ruissellement de nos solutions. Et on a également, donc, pour la partie thermique, des sondes de température qui sont à différents niveaux, qui sont sur l'enveloppe du bâtiment, donc sur la membrane du bâtiment, sur la surface, donc soit végétalisée, soit non. Et on a mis également des sondes de température à différentes hauteurs au-dessus de nos modules. Et on a également une caméra thermique qui complète tout ça. Donc voilà une photo de notre expérimentation où donc on voit les portants qui tiennent nos sondes de température et les modules en aluminium indépendant végétalisés ou non. Je vais passer rapidement sur les résultats hydrologiques, mais qui reprennent ce que Jean-Christophe a annoncé tout à l'heure, où on voit donc que la toiture végétalisée retient 60% de l'eau de pluie sur la première année. Et on est à 80% quasiment sur la solution innovante. Pour les débits, c'est pareil. On voit que la toiture nue, elle va rejeter avec des débits qui sont très importants. On monte à 180 litres par seconde par hectare. Donc là, ça va être des pluies qui vont être vraiment problématiques pour les réseaux. Et en comparaison, la toiture végétalisée standard, qui est bien plus faible évidemment, mais qui arrive quand même à monter à 30 litres seconde. Donc potentiellement, on a quelques événements dans l'année qui peuvent vraiment poser problème. Et on n'a mesuré aucun débordement. On voit vraiment que sur la toiture innovante, en bleu, on n'est pas très loin du zéro. Donc vraiment, le débit en goutte à goutte est vraiment respecté. Donc le but de toutes ces mesures, c'était pour nous de développer un modèle hydrologique. Alors pareil, ça va passer rapidement, mais sur la gauche, vous avez l'évolution des différents réservoirs. Donc tout en bas, vous avez le bac de stockage, et ensuite, c'est les trois compartiments qui composent le bac précultivé.
Et sur la droite, vous avez une échelle chronologique avec tout en bas le cumul de la pluie, le cumul du ruissellement et de l'évaporation pour les deux toitures comparées. Et donc la pluie est tout en haut. La pluie cumulée, l'évacuation vers le réseau et l'évaporation vers l'atmosphère. En vert, la toiture végétalisée classique, évacuation de la toiture végétalisée classique, évaporation de la toiture végétalisée classique, et en bleu, l'évacuation du nouveau système double bac, stockant régulant, effectivement, donc il évacue moins puisqu'on retient davantage d'eau dans les bacs, mais par contre il évapore plus. Et on voit qu'on évapore pratiquement ce qu'on a accumulé en pluie. Voilà. Et associé à ça, on a le nombre de débits critiques, donc on a fixé à 10 litres seconde par hectare pour le réseau, et le nombre d'irrigations qui vont être nécessaires pour les deux systèmes, donc qui sont bien plus fréquentes sur la toiture végétalisée standard que sur la toiture qui possède le bac de stockage. Donc cette simulation, elle a été réalisée grâce au modèle qui a été calé via les données qui ont été récoltées à Mions. Et donc c'est un modèle qu'on peut alimenter avec des données, des chroniques de pluie et d'évapotranspiration potentielle. Donc potentiellement pour n'importe quelle ville. On va passer maintenant aux mesures thermiques. Donc j'ai repris, ça c'est les mesures à la surface, donc végétalisées ou non, sur un épisode de canicule comme on a pu le vivre la semaine passée. Et donc on voit que la toiture nue s'échauffe beaucoup, on monte à 70 degrés là. Mais on voit aussi que les toitures végétalisées, le sédum, quand il fait chaud, il s'échauffe aussi. Donc ça, c'était le cas extrême. Mais par contre, en moyenne, sur la période estivale, on se rend compte que la végétation, elle est en moyenne 4 degrés. Enfin, la végétation apporte 4 degrés de fraîcheur supplémentaire à la surface du bâtiment. Et on monte à presque 9 degrés avec la toiture hydroactive. Et comme je vous l'ai dit, donc, lors des fortes chaleurs, le sédum a une tendance à s'échauffer. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au niveau de la membrane, donc de l'enveloppe du bâtiment. Donc sur les 3 mêmes jours de canicule en 2017, on a toujours notre membrane nue, donc qui est directement exposée au soleil, qui monte à 70 degrés. Par contre, lorsqu'on est sous le bac végétalisé standard, on est à peu près à 55. Et en revanche, là, lorsqu'on a en addition le bac de stockage, qui donc rajoute finalement une couche d'air isolante, on monte à 45 degrés maximum, lorsque la température elle est à 35 à peu près. Voilà, donc on a, grâce au système végétalisé, une forte inertie thermique qui induit des variations de température journalière qui sont bien plus faibles. On passe de différences de 60 degrés au maximum qu'on a enregistré à seulement une variation de 23 degrés maximale en une seule journée sur la toiture Oasis. Ça, c'est la variation entre la nuit et le jour. C'est ça, ouais. Entre le minimum qui est atteint en général au petit matin et le maximum vers 16-17 heures. Bon, on est là pour le confort d'été, mais il se passe des choses aussi en hiver sur notre membrane. Et donc on voit que l'inertie thermique elle est toujours présente. Et ça, c'est l'hiver 2017 où on a eu une semaine d'assez grand froid à Lyon. On voit que la température ambiante est descendue autour de -7 sur plusieurs jours consécutifs. Elle a eu du mal à repasser au-dessus du zéro. Et donc là, la membrane nue a subi des variations très fortes dans le négatif. On est descendu autour de -15. Et par contre, sur les deux toitures végétalisées, on a vraiment une inertie qui est très très forte. Et on tombe sur des deltas de température journaliers qui sont vraiment très faibles. De 17 à 12 degrés suivant les systèmes. Donc, ce qui va fortement participer à protéger la membrane, puisqu'on sait que les membranes sont sensibles notamment aux grands changements de température qui peuvent notamment les faire craqueler. Et donc, comme je vous l'ai dit, on avait une caméra thermique qui a enregistré ici un événement pluvieux. Donc, on voit notre toit ici, avec nos quatre modules.
Donc ici, vous avez l'intensité de pluie, le rayonnement solaire qui est mesuré ici et la vitesse du vent en bas. Une indication, un eurodatage ici et les températures de chaque de surface, donc de chaque module qui sont ici. Ça, c'est la toiture nue. C'est ça, ouais. La toiture nue et les 3 systèmes végétalisés. Voilà. Vous allez voir avec l'élévation de température. Donc là, on est au petit matin, donc le soleil se lève. Et ici, on a des contreforts sur le toit qui sont en aluminium et qui vont monter en température assez fortement. On monte à 52 au pic de chaleur quand on est à une trentaine sur la température, sur la surface végétalisée. Et là, forcément, la pluie va arriver, donc on va avoir une chute des températures sur l'ensemble de la surface. Voilà. C'est un peu fort. Ouais. C'est un gros orage. Et donc on voit qu'on finit sur la nuit avec des températures qui s'équilibrent à peu près. Donc comme on vous l'a dit, on est plutôt sur une expérimentation principalement hydrologique au départ. Donc l'expérimentation thermique, elle a ses limites, notamment pour ce qui était de la mesure de ce qu'on se voulait être des îlots de fraîcheur. Malheureusement, on n'observe pas de grandes différences entre les différentes hauteurs au-dessus des différents modules. Ça s'explique facilement, ils font simplement 5 mètres carrés. Et ils sont assez proches les uns des autres, donc il y a un brassage d'air qui est vraiment important, et du coup là on n'arrive pas à mesurer des différences significatives. Malheureusement, on n'a pas eu de mesure de flux non plus, ce qui ne nous permet pas d'avoir une analyse vraiment quantitative et qu'on puisse extrapoler. Et on n'a pas non plus ni la composition du bâtiment, ni le mode de chauffage. Et comme on disait tout à l'heure, là, toutes les toitures, tous les modules sont dans le même bâtiment. Donc pour ce qui est du confort intérieur, on n'a pas d'indication pour dire si c'est vraiment bénéfique. Je vais laisser Jean-Christophe conclure. Oui, donc juste en conclusion, c'est juste une synthèse pour dire qu'effectivement, quand on arrive à combiner toiture végétalisée et gestion d'eau pluviale, là, on a effectivement un îlot de fraîcheur, en tout cas qui est avéré sur le bâtiment, sur le toit du bâtiment, en tout cas, là où on installe la toiture. Alors, c'est sûr que si vous avez une tour de 12 étages, je ne vais pas dire n'importe quoi, avec une toiture végétalisée au sommet, on ne va pas rafraîchir le rez-de-chaussée, soyons clairs. Mais bon, îlot de fraîcheur et valorisation de la pluie. Là, effectivement, la pluie, ça devient un allié. Et puis, combinant végétal et eau, on a aussi les bénéfices induits. D'abord, vous réduisez vos gains en arrosage. Tiens, là, c'est ce qu'on place Morgan à Salon de Provence. La biodiversité est favorisée, bien sûr. On réintroduit la nature en ville. Bon, d'ailleurs, on réintroduit la nature en ville, que la toiture soit visible ou pas. On valorise le bâtiment. Ça intéresse aussi les aménageurs et les promoteurs. Et puis, si on peut faire quelque chose pour le bien-être du bâtiment, sur le bien-être des résidents, tant mieux. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez vu, il y avait beaucoup de chiffres. Ce sont les scientifiques qui s'adressent à nous. Alors, c'est un peu en contraste avec ce matin où on était dans de la poésie, etc. Mais il faut de tout. À Batifré, on veut vous montrer qu'il y a aussi une synergie qui s'opère entre les entreprises, les chercheurs, qui essayent de progresser. Alors, en véritable scientifique qui vous a montré les limites de l'expérimentation, il y a évidemment encore des choses à faire. On peut toujours aller plus loin, mais on voulait déjà vous montrer ce qui avait pu être fait et ça nous paraissait intéressant de le partager avec vous. Donc encore merci beaucoup. On va prendre quelques questions et ensuite Anastasia reviendra avec nous pour nous présenter la suite des Bosco Verticale. Alors j'en prends pas beaucoup parce que comme on nous a dit qu'il fallait avoir terminé à 13h20 au plus tard et qu'Anastasia a encore beaucoup de choses à nous dire, est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît dans la salle ?
On peut en prendre quelques-unes quand même. Bonjour, Anne-Laure Boichot, responsable de programme, maître d'ouvrage pour du logement social. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la question thermique, ça vous avez à peu près répondu. Et après, c'est quand vous faites votre comparaison de substrat. C'est quelle épaisseur de substrat? La comparaison, c'est quoi? C'est 20, 30 cm de terre? Là, on est sur des systèmes qui font 6 cm d'épaisseur de substrat. Okay. Ouais, donc, on est sur de l'extensif. On est dans les cas extensifs. D'accord. Et vous, ce que vous proposez, c'est on arrive à combien d'épaisseur? Alors, le système double bac que je vous ai présenté, effectivement, il fait 6 cm. Mais voilà, on a fait évoluer le système parce qu'effectivement, si vous voulez faire une toiture sur le même principe semi-intensive ou toiture jardin, donc on met une plaque poreuse sur le bac de stockage et là, on peut mettre 10, 40, 80 cm sur le bac de stockage. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de mettre des arbres à l'île sur un toit. Là, on les fait sur un toit, pas sur des façades. Mais on a mis 81 mètres de substrat sur les bacs de stockage régulation. Ok, merci. Une autre question? Peut-être? Oui, Mao? En termes d'arrosage, est-ce que le système à double bac ou à simple bac ou extensif classique, est-ce qu'il y a des différences à, évidemment, climat et contexte égal? Oui. Alors effectivement, Alors, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Par exemple, sur la Côte d'Azur, on a quelques projets avec ce système-là, notamment Chalucet à Toulon. On va installer un arrosage. Le système, je veux dire, des périodes comme en ce moment, où on cumule sécheresse et peu de pluie, c'est pas la pluie qu'on aurait récoltée il y a 4 semaines qui va servir à alimenter nos sédums. Elle se sera évaporée déjà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le système, on va dire, bac Riviera, l'arrosage, finalement, c'est plus un arrosage par-dessus. C'est pas, par exemple, de l'aspersion, qui n'est pas forcément très efficace, mais on va plutôt faire de la subirrigation, c'est-à-dire qu'on va faire courir un tuyau d'arrosage tout autour de nos toitures, et on va régulièrement rentrer dans le sous-bac, introduire donc de l'eau dans le sous-bac, par exemple qu'on va remplir, je sais pas, pendant 2 heures, qu'on va les remplir à moitié tous les 15 jours, et finalement, c'est les plantes qui vont se servir, et qui vont pomper l'eau du sous-bac. Mais on conserve quand même un arrosage sur la Côte d'Azur. Pardon? Oui. Ah oui, alors le plastique, oui, c'est vrai qu'on me pose régulièrement la question. Bon, l'intérêt du plastique, c'est d'abord d'avoir des systèmes étanches. Voilà, on veut, en tout cas que la voie vers le bas, ça soit via nos régulateurs, donc des micro-débits très faibles. Le plastique, en tout cas, c'est un plastique recyclé. On travaille avec des plasturgistes français. Tout ça, c'est notre bac, notre conception de bac, qui est injectée en France dans la vallée de Oyonnax, dans l'Ain. Le plastique, c'est de la récupération de bouteilles. C'est du polyéthylène haute densité, récupération de bouteilles. Donc il y a une vraie filière qui a été élaborée. Et d'ailleurs, donc le plastique, il est recyclé à l'entrée de la chaîne, mais aussi en bout de chaîne. C'est-à-dire que par exemple, sur quelques bacs plastiques, on a parfois des malfaçons. Et c'est rebroyé et réintroduit dans le cycle de production. Durée de vie, aujourd'hui, nos toitures les plus anciennes, elles ont 20 ans. Et on n'a pas de dégradation, finalement, d'un polyéthylène haute densité qui est utilisé, par exemple, dans des filtres, dans d'autres applications, depuis des dizaines d'années. On va être obligé de... Allez, une dernière question. C'est pas une question, c'est juste une réflexion. J'ai été un peu étonnée que certains projets, en fait, de toiture végétalisée ou d'agriculture urbaine sur des terrasses, soient dans des endroits, en fait, où on continue d'urbaniser. Donc pour moi, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que c'est contre-productif. C'est-à-dire que pour retenir l'eau, il faut d'abord protéger les terres agricoles. Et après, effectivement, on peut, dans les nouveaux projets, déjà dans les nouveaux projets, s'interroger où est-ce qu'ils se font. J'ai été très choquée, en fait, par un panneau d'un bâtiment qui se situe dans la plaine alluviale du Var, donc dans les meilleures terres agricoles. Et en fait, pour s'inspirer de l'esprit du lieu, ils vont faire des potagers sur le toit. Voilà, c'est une réflexion, mais juste pour qu'on reconsidère quand même les choses au niveau de la gestion territoriale
et dans lequel en fait peuvent s'insérer de bons projets, ou bien même avec des intentions vertueuses, on est quand même dans l'accaparement des terres agricoles qui vont nous servir à nous alimenter dans les défis. Oui. Je vais juste répondre parce que, effectivement, je partage votre avis, madame. Bon, d'abord, sachez qu'on est installé, nous, sur une ferme céréalière. Hein, on est dans notre pépinière, elle est dans la Beauce, et notre première activité, c'est faire de la grand culture. Donc oui, la grand culture, on sait un peu ce que c'est. Hein, donc on la pratique toujours. Donc d'ailleurs, effectivement, on préfère parler, nous, de potager urbain que d'agriculture urbaine. Hein, remettons quand même les choses à leur niveau. Et c'est vrai que quand on commence par parler, vous voyez, ma première diapo, c'est de dire qu'on imperméabilise nos sols. Donc, quelque part, il ne faut pas être en contradiction non plus avec ses aspirations. Bon, voilà, faire des potagers urbains dans des zones très denses, pourquoi pas ? Mais si c'est aux dépens d'une agriculture maraîchère qui bien entourait nos villes, et c'est le cas à Marseille, hein, vous avez une activité maraîchère importante autour de Marseille. Donc, n'allons effectivement pas détruire non plus un patrimoine économique qui marche bien et qui fonctionne. Hein. Et alors, pour juste ajouter un élément supplémentaire à la réflexion, mais que vous avez touché du doigt avec la première intervention et qui nous permet de reboucler, on a besoin d'eau pour que ça fonctionne, le végétal. Et l'eau, on ne peut pas quand même non plus continuer à se permettre de gaspiller cette ressource précieuse qu'est l'eau potable. Donc peut-être ce sera un des sujets à aborder au Bâti Frais de l'an prochain. Il faut toujours penser au coup d'après. C'est comment utiliser notamment les eaux grises, puisque nous, en région Méditerranée, les eaux de pluie, on les a soit trop, soit pas au moment où on voudrait les avoir. Donc ce sera une réflexion à creuser. Et alors, sur ces belles paroles, je redonne la parole à Anastasia, accompagnée donc de Mauro, notre traducteur officiel pour la journée. Merci. Merci Sophie. Sì, capisco che non è esattamente facile la sesta presentazione per oggi. Niente, volevo solo dire che vi invito a fare le domande, magari utilizziamo più tempo per conversare, perché avete già visto un po' la presentazione generale. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, puisqu'on a déjà vu quand même la présentation générale, donc là, ça sert des précisions. E quello che volevo mostrarvi in questa sezione era un po' l'aspetto esperienziale delle persone che vivono il bosco verticale, non solo gli esseri umani. Voilà, il va nous montrer comment le bosco vertical, le bois vertical, est vécu et habité par les personnes, mais pas que par les personnes. Quindi questi sono alcuni dati delle quantità del bosco verticale. Per esempio ci sono più di 800 alberi, circa 20.000 piante, ed è abitata, le due torri sono abitate da 480 persone. Voilà, donc vous voyez les données numériques, 800 arbres, 480 personnes, 650 oiseaux et 2000 plantes en général. Gli uccelli non li abbiamo contati, è un dato approssimativo. C'est variable, les oiseaux. Ispirazioni dalle quali parte il progetto è una cosa molto importante, perché il sogno di vivere in stretto contatto con la natura nasce ancora dai giardini di Babilonia e altri riferimenti storici. Voilà, donc ce sont les inspirations, le contact avec la nature, vivre au milieu de la nature et en harmonie avec. Questo per esempio è Friedensreich Hundertwasser, che per la prima volta nella storia, questa è la città di Milano, tra l'altro, ha proposto di considerare albero come tenant, come residente. Ah, ok, oui, donc c'est à Milan et un arbre a été proposé comme résident de la ville. Tra gli altri riferimenti ci sono anche quelli più che vengono dal mondo della letteratura, come Barone Rampante di Italo Calvino. Voilà, Italo Calvino, d'autres inspirations littéraires italiennes. E di fatto la realizzazione del bosco verticale è un po' una risposta al sogno di molti di noi che da piccoli vogliamo vivere in una casa sull'albero. Voilà, donc c'est aussi l'inspiration de la cabane sur l'arbre, où on a tous eu envie de vivre un jour dans notre enfance. Questo quindi è l'ingresso, facciamo un piccolo tour delle due torri,
la parte che accoglie i residenti e gli ospiti. Ah, donc c'est l'entrée, Reception. donc on va visiter en fait l'intérieur des deux tours. C'est une des deux entrées. Gli interni non sono fatti dal nostro studio, ma in collaborazione con un altro studio e dunque vi faccio solo vedere per capire come si percepisce. Questo è un appartamento di una nostra amica che accoglie spesso i nostri ospiti. L'une des habitantes, évidemment. Siamo Simona Pizzi e vivo al Bosco Verticale da 4 anni. Sono arrivata qua nel settembre 2014, un posto molto bello, il contatto con il verde, che pur essendo al centro di una città si ha proprio la percezione di viverlo costantemente, quotidianamente, è una cosa molto interessante. Svegliarsi al mattino, aprire le finestre ed essere sul proprio terrazzo con dei veri e propri alberi al 14° piano, al centro di una città, non è banale, non è da poco. Ho scelto di arredare questo appartamento che era secondo me in un contesto assolutamente speciale come il Bosco Verticale, non riempiendolo di mobili ma di opere, perché ti danno quel valore aggiunto, danno delle emozioni a chi, insomma, a chi lo guarda quotidianamente. Da piccolo ho sempre avuto una grande passione per gli alberi, non tanto in sé per il verde o la protezione vegetale, ma gli alberi in particolare. E quindi una sorta di curiosità sul modo con cui pensare a un modo diverso di immaginare un'architettura capace di ospitare la natura vivente degli alberi, non semplicemente come presenza ornamentale o decorativa, ma pensare a un'architettura abitata dagli alberi, che è diverso. Da lì nasce l'idea nel 2006 di immaginare un edificio alto che avesse sulle facciate non qualche arbusto o qualche piantina, ma centinaia e centinaia di alberi veri. Qui ci sono più di 100 specie diverse di alberi e piante, ma ci sono anche più di 20 specie di volatili che nidificano, e più c'è un'umanità diffusa, quindi come dire, l'ecosistema verticale che abbiamo creato, invece che essere diffuso, esteso, concentrato in una, questo forse è più potente. Quindi un po' il tema del futuro di questo modo di costruire è quello di inserire come delle acupunture biologiche molto potenti, molto forti in condizioni urbane che sono invece tendenzialmente minerali, tendenzialmente energivore e tendenzialmente incapaci di rispondere alla grande sfida dell'ambiente. Una cameretta ospiti dove a me piace tantissimo stare perché è esposta a nord e quindi sulle montagne del Lecchese si può vedere la Grigna, il Resegone, poi con una giornata come oggi è bellissima, col cielo terzo si vede. Qui c'è la mia camera, la camera da letto padronale. Questa è anche molto, molto particolare perché c'è il terzo terrazzo della casa ed è bello, interessante perché vede l'altra torre. Quindi la torre gemella rispetto a questa, più bassa, questa ha 18 piani, invece la nostra 26, ed è tutto, si è immersi nel verde. Noi al mattino tiriamo su la tenda all'oscuro e apriamo e guardiamo questa meraviglia. Che ora abbiamo fatto parlare i testimoni, questo è solo uno degli appartamenti, ma è molto interessante che molti residenti cioè innanzitutto scelgono di vivere in questo posto piuttosto che in un altro, pur essendo una classe abbastanza benestante, preferiscono questo tipo di lusso, il lusso di vivere a contatto con la natura. Donc effectivement, les habitants, c'est un immeuble très très haut de gamme et c'est évident que c'est un choix d'habiter dans un immeuble aussi dense pour des gens qui pourraient peut-être avoir des situations d'habitat dans la nature, dans la vraie nature, comme on l'imagine. Et là, effectivement, ils se sentent aussi en contact avec la nature que s'ils étaient avec une maison à la campagne, dans la périphérie de Milano. Infatti la percezione che si ha è quella di abitare su un terrazzo privato, una specie di giardino segreto. Les terrasses, voilà, ils prennent la forme de jardin et on a l'impression d'être immergé dans notre espace secret. Allo stesso tempo si vive in prossimità di tutte le grandi infrastrutture, di un quartiere molto animato,
dagli uffici, anche dalla vita notturna. Voilà, c'est vraiment le centre-ville à Milan. Hein. Cette opération, elle est totalement connectée à la ville, à côté d'une gare, près du métro, et près de toute commodité, comme on dit. Questo è per esempio l'appartamento di Gaia Trussardi, una imprenditrice di un grande brand di moda italiano che, come vedete, è gestito in maniera completamente diversa, quindi gli interni lasciano molto spazio per far risaltare la natura e anche eventuali oggetti che portano i proprietari. Donc l'aménagement intérieur, chacun l'a géré effectivement à sa manière. Ça, c'est Trussardi, qui est une couturière italienne qui l'a aménagé de manière très différente que l'appartement qu'on avait vu tout à l'heure. Anche dall'interno, quindi il verde si percepisce come uno degli aspetti più importanti. Questa è una piccola guida per realizzare il bosco verticale, perché spesso ci viene chiesto se il nostro know-how nella realizzazione di questo edificio è condivisibile e accessibile agli altri. Donc voilà, ça c'est un guide simplifié de comment faire sa tour, sa forêt verticale. Voilà, Boeri, ils ont partagé, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure aussi dans une interview qu'il avait Anastasia, ils ont partagé quand même toutes les connaissances qu'ils ont cumulées dans leur expérience depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, de la manière la plus ouverte possible, pour permettre effectivement que d'autres projets de ce type se développent ailleurs et pas que par leur étude, leur bureau. Naturalmente abbiamo pubblicazioni molto diverse, anche di livello diverso, sia quelle scientifiche dedicate più all'aspetto ingegneristico, sia queste divulgative che appunto vogliono parlare anche ai bambini e farli assimilare questo concetto che l'architettura può essere costruita con il verde come uno degli elementi Lego, diciamo. Donc autant il y a évidemment des publications techniques pour les architectes, pour les ingénieurs, pour les éventuels maîtres d'ouvrage, autant le studio, le Boeri a eu la volonté de générer des supports pédagogiques pour tous les âges, pour permettre d'imaginer une architecture du futur, même si c'est commence à être déjà une architecture d'aujourd'hui, différente de celle qui nous entoure et qui entoure les enfants, par exemple. Questa è l'immagine che avete già visto, e questo per esempio è il libro, cioè un capitolo del libro piuttosto scientifico in cui parliamo del nostro know-how, che però contiene anche delle storie, perché aspetto molto importante del bosco verticale è anche quello di far sognare, di coinvolgere anche nell'immaginario comune l'idea di un bosco nel suo senso simbolico. Voilà, donc tous les documents de divulgation du projet, même les plus techniques, ont quand même fait la part belle au rêve, parce que c'est quand même à l'origine, c'est la source du projet. Donc même dans les publications scientifiques, il y a effectivement des histoires qui parlent du rêve de vivre dans la nature et de la porter à la verticalité. È un progetto in cui la parte concettuale è molto importante, e forse è stata quella a convincere lo sviluppatore a portarlo avanti e a convincere i prossimi clienti a sposare questa sfida. Voilà. Sans l'aspect conceptuel de cette idée et l'aspect rêve de cette idée, probablement le projet n'aurait pas vu le jour, parce que l'effort technique il était très important, surtout au début pour le premier projet. C'est pour ça que la dimension de rêve et de concept a été mise vraiment toujours en avant. E in ogni caso queste storie sono assolutamente vere. Milano è veramente abitata da tanti pappagalli, e queste sono alcune specie che i proprietari hanno sui balconi, quindi è tutta questa narrativa è costruita insieme alle storie dei residenti. Voilà, donc ce sont des vraies histoires en plus, parce qu'à Milan il y a beaucoup de perruches, et ça raconte un petit peu des histoires peu connues de la ville. Qui ci sono di nuovo alcuni numeri delle specie, sono per lo più le specie locali, non sono solo alberi, ci sono anche arbusti, alcune piante rampicanti, alcune di queste piante sono sempreverdi, quindi per tutto l'anno l'edificio ha un aspetto di qualcosa di vivo. Voilà, donc une grande diversité dans les espèces qui ont été choisies, pour que dans le temps et dans les 12 mois de l'année, il y ait toujours, évidemment la nature permet d'avoir des variations de couleurs, mais il y a aussi des espèces persistantes, donc pour que le bâtiment ait toujours une vie, une attraction, une attractivité visuelle.
E qui ci sono alcuni criteri ai quali devono rispondere le piante, non solo nel caso milanese, ma anche nelle altre applicazioni nel bosco verticale. Les critères évidemment nécessaires et indispensables pour que les arbres soient choisis pour les projets. Un aspetto molto importante è quello che su questo edificio non si utilizzano i pesticidi chimici, ma si cerca di bilanciare l'ecosistema attraverso l'introduzione di insetti buoni. Donc évidemment, il n'y a pas de pesticides pour protéger les plantes, et c'est plutôt par la biodiversité adaptée que les éventuelles attaques de parasites sont contrastées. E un aspetto importante che prima riguarda la domanda che ha fatto prima le vostre colleghe è quello che le piante non devono essere allergeniche, naturalmente devono essere resistenti alle condizioni urbane perché è una delle aree più inquinate, e non devono generare frutti particolarmente grossi per evitare danni alle persone. Voilà, donc 3 autres critères évidents mais importants. Évidemment, la dimension non allergène des plantes, la tolérance aux conditions urbaines, parce que les bâtiments sont quand même réalisés donc, en milieu urbain, donc avec la pollution, les voies qui passent autour, donc ça reste une contrainte. Et évidemment, ne pas avoir des fruits trop importants. Parce que no, lo menziono perché sul bosco verticale ci sono diversi alberi come i meli o melograni che fanno i frutti, ma sono tutti specie decorative con i frutti piccoli. Donc, les fruitiers, c'est plutôt des fruitiers décoratifs qui ne développent pas, donc des fruits importants donc, qui peuvent être dangereux en cas de chute. Un po' tutto il processo che abbiamo ripercorso prima, quindi non mi fermo. E qui vedete gli esempi concreti delle piante che sono state utilizzate. Per ognuna di queste specie si è trovato un posto particolare sull'edificio in base alla loro resistenza al sole, preferenze in termini di vento. Alors, donc pour chacune de ces espèces, évidemment, il a été choisi une orientation, même en termes de hauteur spécifique à ces nécessités d'exposition. Questi sono stati gli studi all'inizio per capire come queste specie potrebbero funzionare nelle diverse stagioni. Voilà, donc ça c'est l'évolution de la palette coloristique qu'on a dans les 4 saisons, effectivement. Avec un seul projet, on arrive à avoir 4 aspects différents suivant la saison. Ed è più o meno quello che accade effettivamente, ma soprattutto nei 4 anni di vita il bosco verticale ha raddoppiato le dimensioni del verde, quindi un edificio in costante cambiamento. Voilà, le volume a doublé en 4 ans de la verdure, ce qui est normal, mais voilà, on aurait pu craindre que ça se développe pas vite, et au contraire, ça commence à tenir dans le temps, 4 ans. Naturalmente l'aspetto cambia anche in base alla facciata perché è un edificio orientato su 4 lati e se si usano diverse specie si ha un aspetto diverso. La palette de couleurs a été étudiée évidemment en fonction des expositions, donc des 4 façades différentes et dans le temps. Questi sono alcuni vantaggi più evidenti che ha l'involucro di questo tipo sull'edificio. È efficiente dal punto di vista energetico perché per esempio avere questa seconda pelle permette di utilizzare meno l'aria condizionata. Donc évidemment le fait d'avoir une double peau végétale permet de diminuer les besoins en air conditionné, donc de baisser la température naturellement. Dipende molto dal contesto. Nel caso di Milano era importante avere le piante molto piene di foglie in estate per coprire, proteggere dal sole e spoglianti che si spogliano d'inverno. Voilà, donc Milan, ville continentale, donc très chaude en été et plutôt froide en hiver, donc avoir une protection en termes de feuilles très importante en été et une paire de feuilles importante en hiver pour faire entrer la lumière. E favorisce inoltre la protezione dal vento e dai rumori all'interno degli appartamenti. Voilà, ça atténue les bruits et ça protège du vent. E si vive in generale un'area molto più pulita e la temperatura più bassa all'interno. Voilà, donc un air plus propre parce qu'évidemment ça absorbe pas mal de CO2 et surtout une sensation de fraîcheur. Questo è esattamente quello che vi dicevo prima, che nel primo anno di vita del bosco verticale sono state rilanciate 1000 coccinelle per abitare, per diffondersi su tutte le piante e bilanciare i parassiti. Voilà, donc la première année, il y a eu 1000 coccinelles qui ont été installées et sont devenues habitantes à plein titre
du bois vertical pour protéger les espèces végétales des autres parasites. E in questa foto, per esempio, vedete tanti abitanti allo stesso momento, che sono le colombe, i giardinieri volanti, che effettuano manutenzione 2 volte all'anno. Sono 4 persone dedicate solo a questo compito. Combien? 4 personnes 4 persone che 2 volte all'anno intervengono. Donc 4 personnes 2 fois par an, les jardiniers volants, donc qui parcourent les façades et qui entretiennent le végétal. Tutta la parte di manutenzione avviene da fuori, quindi non entrano negli appartamenti per non disturbare. Donc on ne passe pas par les appartements, par les parties privatives, ce qui est important dans la gestion du bien. Dopo che abbiamo finito questa sessione vi invito poi a provare una maschera di realtà virtuale che vi permetterà di fare un giro un po' da giardinieri volanti. On a essayé d'amener une masque de réalité virtuelle, si vous voulez essayer, pour vous balader à l'intérieur du bois vertical. Chi non soffre di vertigini può provare questa esperienza. Ouais, faites attention. Risquez de tomber. Però anche in questo senso sappiamo che la presenza vegetale sui balconi aiuta le persone di soffrire di meno, perché li rassicura di avere qualcosa del suolo. Voilà, donc la présence végétale est très rassurante pour les habitants. Ça, ce sont les jardiniers volants, je crois. In questo aspetto si svela anche l'aspetto sociale che ha un progetto innovativo di questo tipo. Per esempio questo mestiere fino alla creazione del bosco verticale non esisteva. Voilà, donc le bâtiment a généré un besoin et donc un nouveau métier, celui du jardinier volant. Già che parliamo di manutenzione, è importante menzionare anche il costo. Il costo di manutenzione è 60 euro all'anno per metro quadro per tutti i servizi. 60 euros par an par mètre carré, c'est le coût de maintenance en fait du bâtiment. E all'interno di questi 60 euro ci sono 7 euro dovuti alla manutenzione del verde. Ouais, donc 7 euros donc pour la maintenance des espaces verts, des façades vertes, du bois quoi. Sì, ma la percentuale alla fine sono 7 su 60, non è così alta. 7 euros sur 60, effectivement, on voit bien qu'en termes de maintenance, c'est pas un impact très significatif. Pardon, oui. Je suppose que tous les arbres n'ont pas repris. Il y a peut-être eu à couper des arbres, redescendre des arbres. Comment on fait en termes de maintenance s'il y a des arbres qui ne... Se ci sono stati degli alberi che non sono riusciti a svilupparsi, che quindi sono... Sì, c'è una percentuale. Inizialmente nel vivaio abbiamo previsto il 10% di alberi in più per eventuali problemi, diciamo, che possono succedere anche in un bosco normale, però sono circa il 3%, cioè in questi 4 anni sono pochissimi. Ouais, c'est un pourcentage de 3% finalement qui a dû être repris. Ils avaient prévu 10 en fait quand ils ont mis en cultivation les arbres avant de les poser. Et finalement, au bout de 4 ans, on part de 3% qui a dû être... Come è successo? È un'ottima domanda. Abbiamo previsto inizialmente, abbiamo lasciato 2 gru telescopiche sul tetto. Deux grues télescopiques qui sont à demeure sur le toit et qui permettent aussi bien la maintenance habituelle que l'éventuelle maintenance exceptionnelle, donc le remplacement des arbres. Esattamente, è un'ottima domanda perché in verità nel corso della vita dell'edificio anche i costi di manutenzione, il tipo di manutenzione diminuisce, cioè il costo diventa ça permet de diminuer les coûts d'entretien, parce que c'est ce qu'on fait sur une façade, en grande façade de rideau, de toute façon voilà, on a un peu les mêmes contraintes, mais c'est pour nettoyer les vitres. Sappiamo perché per esempio questi alberi, le dimensioni della chioma è naturalmente controllata dalla dimensione delle radici, e se le radici sono strette sappiamo che la chioma adesso ha raggiunto il massimo delle sue dimensioni. Voilà, donc après effectivement il y a une vraie connaissance des espèces et donc en fonction du développement de la plante, on sait si les racines se portent bien, donc on sait à quel moment il faut tailler. Voilà, il y a quand même un contrôle assez régulier sur le développement c'est un prototype ce bâtiment, hein, c'est quand même le premier d'une longue série, donc et qui permet d'apprendre. Ouais. Sì, esattamente. Oui, oui. Allora, no, stavo dicendo, questo è il sistema di irrigazione un po' più in dettaglio, che è un'irrigazione a goccia,
che avviene in automatico comunicando con il computer centrale, così Voilà. evitiamo sprechi d'acqua. C'est un goutte à goutte avec évidemment un contrôle centralisé. Et là, on voit les consommations annuelles. C'è il substrato particolare che abbiamo utilizzato, un mix di suolo e inoltre le membrane che permettono alle radici di non danneggiare la struttura di cemento. Un système de membrane qui permet d'éviter que les racines attaquent la structure. È molto importante avere questo sistema intelligente di distribuzione d'acqua non solo per evitare lo spreco, ma anche per non avere un sistema troppo complicato di drenaggio. Voilà, la nécessité d'avoir un système centralisé, intelligent, donc un logiciel qui gère la diffusion de l'eau et la quantité d'eau et le moment à laquelle elle est diffusée est indispensable pour le bon développement du végétal dans le temps, parce qu'il faut que ça dure. È un momento di gloria. Il progetto che è stato, prima ancora del suo completamento, riconosciuto come uno degli esempi di edificio sostenibile, nonostante non raggiunge i limiti necessari per un grattacielo, comunque è diventato un modello per i grattacieli. Voilà, c'est pas un gratte-ciel, enfin en tout cas à l'échelle internationale, mais c'est un immeuble grande hauteur, ici on dirait pas mal. Et il a été reconnu effectivement comme un bâtiment assez emblématique et a reçu beaucoup de prix, beaucoup de reconnaissance. Ma oltre a questo riconoscimento a livello professionale è molto importante avere importanti politici. Qui per esempio il sindaco di Chicago, questo è Jeremy Rifkin, uno dei protagonisti della terza rivoluzione industriale, Gilles Dorfles, Gilles Clément. Ci sono tantissime persone che si sono incuriositi e che vengono spesso a scoprire questo edificio. Le bâtiment est très visité par des personnes qui sont soit influentes politiquement, soit culturellement, et parce qu'effectivement il interroge, et il éveille un petit peu la curiosité, en plus de l'intérêt de tous les côtés. È un edificio che è diventato in qualche modo iconico a Milano, adesso si trova su tutti i souvenir, è entrato nell'immaginario comune come una cosa che è diventata simbolica. Ouais, c'est une icône de Milan, c'est vrai que je confirme, parce que quand on arrive de la France entrant, c'est la première chose qu'on voit de Milan, c'est plutôt... On a envie di arrivare. E questo non è, come dire, queste slide non sono per vantarci, ma per sottolineare che il sindaco di un'altra parte del mondo, delle grandi metropoli, che è interessato a questo tipo di sviluppo, adesso ha un esempio concreto che può riportare anche nella sua patria. Voilà, le but étant de proposer un projet qui puisse se reproduire ailleurs. Effectivement, c'est la fierté du bureau de voir que ce projet intéresse voilà, des maires de villes américaines, par exemple. I politici che si interessano a questo tipo di forestazione urbana magari riusciranno nella prossima generazione a cambiare le regole e rendere tutto lo sviluppo più sostenibile. C'est l'espoir que les politiques s'impliquent sérieusement et à long terme sur le développement durable. Oltre ai politici, la cosa che ci diverte molto e ci fa molto piacere è questo interesse da parte di assolutamente tutti, dalle fotografie fashion alle persone, ognuno che passa sotto il bosco verticale considera come se fosse il Duomo, la cattedrale della città. Voilà, c'est un piège à selfie en fait, le bosco verticale. Autant désormais quasiment que le Duomo di Milano. Voilà, c'est devenu voilà, c'est la scène de beaucoup de prises de photos professionnelles et non. E questi sono alcuni esempi di come il bosco verticale è diventato appunto una parte della memoria collettiva, dell'intelligenza collettiva. Questi sono i famosi fumetti che lo utilizzano come ambiente. Il y a aussi des bandes dessinées qui s'y inspirent, effectivement ça s'y prête. E la cosa che dicevo prima, per esempio, è che questo tipo di architettura ha spinto magari in qualche modo le grandi aziende come Lego di introdurre per esempio elementi vegetali in quello che nelle loro costruzioni, e diffondere questo approccio e rendere questa idea non più un'innovazione unica ma qualcosa di molto accessibile, molto semplice. Voilà, petit à petit, ça se vulgarise le végétal dans le bâtiment, et voilà, c'est ce à quoi
il faudrait probablement tendre à l'avenir. Volevo condividere con voi questo piccolo video che racconta una mostra che abbiamo fatto a Lione, in Francia, su richiesta dell'organizzazione di architetti Conseil sur l'Architecture. C'est une exposition du CAE à Lyon donc, qui a été faite sur l'œuvre de Boer et en particulier sur les forêts verticales. Sì, è un'esposizione che molto probabilmente girerà anche nelle altre città francesi. Et qui probablement tournera dans d'autres villes qu'on fait souvent le CAE d'ailleurs, ce qui est bien. Dimostra non solo la varietà di nostri progetti, dimostra soprattutto l'interesse delle città anche molto sviluppate, che personalmente considero Lione una delle città più avanzate in termini di sviluppo urbano, considera i nostri progetti una possibilità. C'est un projet surtout les cours de Milan dont j'avais entendu parler il y a très longtemps et c'est en partie pourquoi j'ai choisi mon école d'ingénieur. Mais par rapport à l'exposition en vrai et de sentir un petit peu tout le projet mieux et de plonger dedans. L'idée, je la trouve vraiment très intéressante, d'autant plus que moi je m'intéresse beaucoup à la végétalisation, à ce que peut apporter comme ça la nature au cœur des villes, si elle peut apporter effectivement une réponse soit à la pollution, soit à une toute petite échelle aussi au changement climatique. Ecco, quello che è molto importante per noi, per concludere, è parlare di questa idea e diffonderla non solo nell'ambito professionale, nell'ambito di architetti, ma anche a livello molto, molto pop, se vogliamo. Ce qui les intéresse beaucoup, c'est de ne pas uniquement parler aux professionnels, mais d'arriver à intéresser les gens, en fait, de les faire participer de leurs idées et peut-être leur permettre de les porter à l'avenir. Grazie, se avete delle domande.